Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau direct organisé par la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Frédéric Dion. Je serai votre animateur ce soir et je suis en compagnie de notre invité de la semaine, Frédéric Baron, astrophysicienne à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler donc que ces directs, on les organise à la faculté pour présenter l'avis scientifique de certains de nos membres sur des questions d'actualité ou des questions d'intérêt général. Mais on espère aussi que ce soit l'occasion pour vous, en fait, de interagir avec nos spécialistes. Donc, je vous inviterai vraiment à poser toutes vos questions, vos commentaires sur le chat. Ça va nous faire plaisir de les lire. Et ça va nous faire plaisir aussi d'essayer d'y répondre dans la mesure de ce que le temps nous permettra. Donc, sommes-nous seuls dans l'univers? C'est la question qu'on se pose cette semaine. Et c'est une question qui est centrale aussi déjà dans les travaux qui sont menés à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, est-ce que ça veut dire, Amélie, que c'est une... Pardon. Est-ce que ça veut dire, Amélie, donc, qu'en ce moment, à l'Université de Montréal, on est en train de chercher activement la présence d'extraterrestres dans l'espace? Je m'appelle toujours Frédéric, mais oui, en Mhm. effet, c'est le genre de choses qu'on va faire à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de façon indirecte. Donc, c'est à l'endroit où je travaille, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, on est affilié à l'Université de Montréal, entre autres, et Mhm. notre slogan, c'est trouver, notre but, c'est de trouver des nouveaux mondes dans le but d'y chercher la vie extraterrestre. Parce qu'un seul endroit où on sait que la vie existe, et, et c'est où? C'est sur la Seul Terre? en Ben oui, c'est sur la Terre. Dans tout Mhm. notre système solaire, dans toute notre galaxie, dans tout notre univers, on est certain que la vie existe sur la Terre. Mais j'aimerais ça peut-être avoir une idée là, des gens qui nous écoutent. Pensez-vous que la vie extraterrestre existe? Pensez-vous que la vie existe à l'extérieur de la Terre? Donc, si vous voulez répondre à la question, là, je vous encourage à y répondre avec un émoticône, là. Donc, si vous pouvez me mettre peut-être un petit emoji de alien pour me dire que oui, vous pensez que la vie existe à l'extérieur de la Terre. Puis sinon, peut-être un petit emoji, mettez-moi un chat pour me dire non, la vie existe seulement sur la Terre. Je suis toujours curieuse là, d'avoir un peu l'opinion des gens. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric? Moi, je pense qu'il y a de la vie probablement juste sur Terre, puis peut-être un peu la vie qu'on a amenée aussi dans l'espace, sur les satellites, mais pas plus loin que ça, à mon avis. Très intéressant comme réponse. Donc, je serais vraiment curieuse d'avoir l'opinion des gens qui nous regardent présentement. À date, on a une majorité alien. Ben, je dois dire que je suis assez d'accord aussi. Je Oui. pense que en fait, on a un peu 2 solutions. Soit la vie, elle existe uniquement sur la Terre et là, on est vraiment très, très spéciaux. On habite sur une planète, la seule planète qui peut, s'occuper de nous, qui peut vraiment nous permettre d'épanouir. Là, je dis «nous» comme étant la vie en général, là, des bactéries aux humains, en passant par les animaux. Mais peut-être aussi que la vie, elle existe ailleurs. Puis dans ce cas-là, nous, les humains, on est seulement une autre espèce. La vie sur la Terre, c'est seulement une autre espèce parmi vraiment une faune beaucoup plus large et vaste que ce à quoi on peut s'imaginer sur la Terre. Mhm. Il y a beaucoup d'aliens, je Et crois. ben justement, est-ce que les aliens qu'on espère trouver, ça ressemble à ce que la science-fiction nous laisse imaginer? Est-ce qu'on a une idée un peu des formes de vie qu'on pourrait trouver éventuellement dans l'espace? Ben, c'est une grande question parce on est encore assez loin de pouvoir trouver de la vie, euh, pouvoir directement observer de la vie. Donc, quand on pense à chercher la vie, on ne pense pas à des petits bonhommes verts, là, comme des martiens, comme dans la science-fiction. En fait, moi, Mhm. c'est pas à ça que je pense. Quand je dis je pense qu'il y a de la vie à l'extérieur de la Terre, la sorte de vie à laquelle je pense, c'est des sortes de vie qui peuvent exister sur la Terre. Par exemple, des bactéries ou des tardigrades. Les tardigrades, on appelle ça aussi des petits oursons d'eau. C'est tout petit, là, ça mesure 1 millimètre, mais c'est extrêmement résistant aux hautes températures ou aux basses températures. En fait, il y a plusieurs sortes d'espèces de vie qu'on appelle des extrémophiles, donc qui peuvent Mhm. survivre dans des environnements extrêmes. Puis bon, moi, je ne suis pas un extrémophile. Mhm.
Puis, donc, cette recherche-là est menée à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'une exoplanète et puis pourquoi est-ce que leur observation nous permettrait de trouver de la vie éventuellement ailleurs que OK. sur Terre? C'est une bonne question. Donc, une exoplanète, bon, ça, on entend le mot planète. Une Mhm, planète, tout le monde en connaît. On habite sur une planète, la planète Terre. Une exoplanète, c'est comme une planète, mais qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Donc, ce qu'on fait à l'Université de Montréal, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, on trouve des exoplanètes, on découvre de nouvelles planètes autour de notre étoile, le Soleil, ben, dans le voisinage solaire, autour des étoiles qui sont autour de notre Soleil. mhm, Donc, la première étape, afin de trouver la vie, parce qu'on va imaginer que la vie habite sur une planète, parce que nous, on est de la vie, on habite sur une planète. La première étape, c'est de trouver des planètes. Et c'est sur ce sur quoi on se concentre présentement à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et la prochaine étape, c'est essayer d'en apprendre davantage sur l'atmosphère de ces planètes. Car dans mhm. l'atmosphère peut se cacher l'empreinte de la vie. OK. Et il y a beaucoup de planètes, en fait, qu'on sait, au moins dans notre système solaire, être des planètes gazeuses. Est-ce que la vie peut se retrouver sur ce genre de planète-là aussi? Non, ce sont quand même mes planètes favorites. Moi, j'adore Jupiter. Jupiter, c'est ma planète préférée. Mais sur Jupiter, qui est une planète gazeuse, tout comme Saturne, il n'y a pas de surface. On ne peut pas marcher. C'est vraiment Mhm, une boule de gaz. Et si on a, par exemple, une astronaute là, qui se dirige vers Jupiter et qui rentre dans l'atmosphère de Jupiter, la pression va devenir assez grande que notre pauvre astronaute va se trouver à être comprimé par la pression de la planète. Donc, c'est pas possible. Mais mhm. ces planètes géantes gazeuses ont des lunes, comme la Terre a une lune. Et peut-être que sur ces lunes, même dans notre système solaire, c'est un endroit où on cherche la vie, peut-être que la vie pourrait exister sur ces lunes. OK. Parce que je vois justement, il y a un membre du public qui nous disait peut-être qu'il y a d'autres formes de vie qui existent. Puis je me demandais donc si on ne pouvait pas imaginer une forme de vie qui pourrait vivre dans un milieu purement gazeux. Mais donc pour vous à l'Institut, la réponse à ça, c'est plutôt non, ça semble pas possible. OK. Tout à fait. Donc, on va chercher plutôt des formes de vie qui ressemblent à la vie telle qu'on la connaît sur la Terre. Il Mhm. peut y Ça nous exister des semble formes de... joli. C'est ça. Il peut exister des formes de vie telles qu'on les connaît pas. Mais là, c'est difficile de les chercher parce qu'on les connaît pas. C'est beaucoup d'inconnus, là. Mhm. Puis des planètes comme ça avec une atmosphère adéquate pour accueillir la vie, est-ce qu'on en a trouvé jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on connaît pas beaucoup de choses sur les exoplanètes qu'on connaît. On peut connaître leur masse et on peut connaître leur taille. Donc, si on a les deux, on peut connaître leur densité. Et Mhm. avec la densité, on peut dire est-ce que la planète elle est rocheuse, comme la Terre, ou gazeuse, comme Jupiter. OK. La prochaine étape, c'est d'étudier leur atmosphère. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de faire de plus en plus présentement, entre autres à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, sur des planètes qui sont de plus en plus petites. Plus la planète elle est petite, plus c'est difficile de la trouver, plus c'est difficile de l'étudier. OK. J'ai une question aussi du public intéressante, c'est est-ce qu'on peut se rendre sur ces exoplanètes-là? Est-ce qu'il y a une observation directe qui est possible éventuellement? Ça serait tellement chouette, hein? On Mhm. part, on va dans un vaisseau, on amène un microscope, là, comme Frédéric, OK, on part ensemble. Ouais. Euh, le problème, c'est que les étoiles, en général, elles sont loin. Donc, l'étoile, j'ai une question pour vous. Quelle est l'étoile la plus près de la Terre? C'est une question piège. Vous pouvez même répondre avec un emoji. Parce que l'étoile la plus près de la Terre, c'est le Soleil. Bon, c'était une question piège. Maintenant, quelle est l'étoile la plus près du Soleil? C'est Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière de nous. Ça veut dire que ça prend 4 ans à la lumière pour s'y rendre. 4 ans, c'est pas très long. Puis on est chanceux en plus parce qu'autour de Proxima du Centaure, il y a une exoplanète qui ressemble à la Terre, qui est assez massive, la même quantité de matière que la Terre, la même taille que la Terre. Elle est juste à la bonne distance. C'est le genre de planète qu'on étudie pour savoir s'il pourrait y avoir de la vie sur Proxima du Centaure, petit b, c'est comme ça qu'on les nomme. C'est probablement une Le des exoplanètes sur lesquelles on a le plus d'informations, j'imagine, Proxima du Centaure. bah, oui et non, parce que même si elle est proche, elle est petite. Mhm. Donc, ça rend les choses compliquées. Mais Mhm. proche, c'est pas si proche. Parce que si on pouvait avoir un vaisseau spatial
qui nous permettrait de se rendre jusque-là et que ce vaisseau-là allait à la vitesse de la sonde spatiale la plus rapide jamais construite par les êtres humains. Puis même, cette sonde-là triche un petit peu. Là, cette sonde-là allait vers le Soleil, on l'appelle la sonde Parker. Donc, elle trichait un petit peu, elle se servait du Soleil pour accélérer sa course. Mais disons qu'on peut l'utiliser. Bien, nous, ça nous prendrait 7000 ans se rendre à l'exoplanète la plus proche. Donc, 7000 ans pour aller visiter l'exoplanète la plus proche, mais c'est pas possible. On ne peut pas aller sur une exoplanète. Même aller sur Mars, c'est tout un travail. Donc, imaginez se rendre sur une autre exoplanète, c'est pas possible. Donc, on en est vraiment encore au stade de l'information, de l'observation pure et simple pour l'instant. Observation à distance, à partir de télescopes sur la Terre ou de télescopes dans l'espace qui visent à observer ces étoiles et ces planètes-là. Ben, ça m'amène à une autre question. On a observé justement toute la dernière moitié du 20e siècle beaucoup d'innovations sur le domaine de la recherche spatiale, l'exploration spatiale. Ça a avancé très vite à partir du moment où on s'y est mis. Est-ce que ça avance encore aussi vite? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'avancées techniques qui se réalisent sur ce plan-là? En fait, dans le domaine des exoplanètes, on a des avancées techniques et des avancées scientifiques en général qui sont assez fulgurantes. Je vais vous poser une question. On se remet en 1990. Combien connaissait-on de planètes en 1990? En 1990, si on compte toutes les planètes que les humains ont découvertes, on en connaissait 9. Des 8 planètes qu'on connaît maintenant de notre système solaire et Pluton, hein, parce que Pluton, maintenant, on la classifie comme planète naine, mais à l'époque, c'était une planète. Depuis, donc ça fait pas si longtemps, le 1990, on est il y a 30 ans, maintenant, des planètes, en plus des planètes de notre système solaire, on en connaît plus de 4300. Plus de 4300 exoplanètes. Imaginez, on passe d'un échantillon, on passe d'un nombre de planètes qu'on connaît de 8 et on passe à plus de 4000. On connaît maintenant des planètes tout à fait différentes qui remettent en question toutes les théories qu'on avait sur la formation de notre système solaire. Donc, c'est un domaine qui est en expansion constante au niveau des connaissances, mais aussi au niveau des technologies. Et vous dites elles sont donc très différentes ou elles peuvent être très différentes de celles qu'on trouve dans notre système solaire. Est-ce que c'est justement dans leur consistance? Il y a donc les solides, les gazeuses. Comment est-ce que ça varie sinon une planète? On reste vraiment dans cette idée-là où on a des planètes qui sont soit rocheuses, soit gazeuses. Mais ce qui peut être surprenant, c'est que, bon, prenons par exemple Jupiter. Jupiter, c'est la 5e planète dans notre système solaire. Elle est après la ceinture d'astéroïdes. Elle est assez loin par rapport au Soleil. Et on pensait que des planètes gazeuses comme Jupiter se formaient assez loin du Soleil aussi. Et c'est encore ce qu'on pense. On pense que ces planètes se forment assez loin du Soleil, là où il y a de plus de gaz ou de la glace. Cependant, la première exoplanète qu'on a découverte, c'était une planète comme Jupiter, mais collée sur son étoile. C'est une planète qui fait le tour de son étoile en 4 jours. La Terre fait le tour de son étoile en 365 jours. 4 jours, c'est très, très court. Et ça, on n'a pas d'équivalent dans notre système solaire. C'était très, très surprenant. OK. Donc, il y a d'autres possibles, on se rend compte qu'il y a d'autres possibles, en fait, que ceux qu'on observe dans notre système solaire à mesure qu'on observe ces exoplanètes. Déjà, le temps s'avance super vite. Je formule 2 questions que le public nous a adressées. D'abord, combien de temps ça prend pour aller sur Mars, pour nous donner une petite ordre d'idée par rapport aux 7000 ans que vous avez mentionné tout à l'heure? On parle plutôt de l'ordre de 9 mois pour aller sur Mars. Le problème, c'est... Pour des humains. Oui, pour les humains. Et ça pourrait être assez bientôt, en ordre astronomique. Là. Mais oui, pour les humains, ça nous prendrait quelque chose autour de moins d'une année. C'est la voisine. Okay. C'est la planète la plus proche de nous. Là. Ah oui, OK. Et il y a un grand chantier en ce moment dans le domaine de l'astrophysique, qui est le télescope James Webb, que nos auditeurs ont mentionné. Est-ce qu'on attend beaucoup de choses de ce télescope-là? Est-ce que ça va ouvrir d'autres possibles, justement, pour la recherche? On a tous très, très hâte. En astronomie, en général, on a très, très hâte que le télescope spatial James Webb soit mis en œuvre, mais on a particulièrement hâte à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. À bord de James Webb, donc James Webb est un télescope spatial qui va être lancé en 2021, dans un an, en 2021, et qui va observer l'univers dans l'infrarouge.
L'infrarouge, c'est la chaleur thermique des corps. On ne peut pas voir ça avec nos yeux. C'est vraiment la chaleur thermique. C'est comme dans un jeu vidéo, là, comme quand on a un jeu vidéo de guerre, là, ils mettent des petites lunettes, puis on voit les bonhommes se promener. C'est comme ça, mais dans l'espace. Donc, ça va nous permettre d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas encore là, sur l'univers. À bord de James Webb, il y a 4 instruments. Il y en a un qui est canadien et qui a été mené par un professeur à l'Université de Montréal, qui est René Doyon. Et cet instrument-là va justement nous permettre d'étudier l'atmosphère des exoplanètes dans le but d'y découvrir de l'eau. Et trouver de l'eau sur une planète qui ressemble à la Terre, c'est un grand pas vers peut-être y découvrir de la vie. Les télescopes qu'on utilise en ce moment, comme le James Webb, c'est des télescopes spatiaux qui sont directement dans l'espace, ou pour l'instant, on observe plutôt ces exoplanètes-là depuis la Terre? Un peu des deux. Les télescopes spatiaux ont l'avantage, bon, être dans l'espace, l'avantage, c'est pas d'être plus proche des exoplanètes, parce que même si on s'approche un peu, ils sont très loin. Ce serait un peu comme dire, si je fais un pas vers l'est, je suis plus proche de Paris, je suis quand même à Montréal, je suis pas beaucoup plus proche. Donc, l'avantage d'être dans l'espace, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. Ça, c'est un très, très gros atmosphère pour pouvoir observer nos planètes. Mais ça veut dire qu'il faut s'y rendre aussi. Ça veut dire que vous devriez, par exemple, Frédéric, aller dans l'espace pour observer les exoplanètes, éventuellement? Ah non, il existe une chose formidable qui s'appelle l'Internet. Donc, en fait, en astronomie maintenant, la plupart de nos données, même si ce sont des données qui proviennent de télescopes qui sont sur la Terre, on les reçoit dans un courriel. Le matin, on se réveille, ça nous a dit la nuit dernière, on a observé votre étoile et voilà, on a nos données disponibles assez rapidement, assez facilement. Une autre question que je vois dans le chat, est-ce qu'il y a eu des recherches poussées pour examiner d'éventuelles nouvelles bactéries présentes sur la Lune? Ramener d'échantillons de roches, par exemple. C'est une bonne question. Le problème, par exemple, si on voulait aller sur la Lune maintenant et qu'on voulait prendre des échantillons, le problème, c'est qu'on est déjà allé sur la Lune. Et quand on est allé sur la Lune, ça fait déjà plusieurs années, on n'a pas nécessairement les mêmes critères en termes de, je vais appeler ça de la salubrité, là. Sur les humains, sur les choses qu'on a, il va y avoir là, des formes de vie toutes petites qu'on ne voit pas, qu'on n'a peut-être pas nettoyées à un degré très, très grand. Donc, c'est très possible que les humains, on ait contaminé la Lune quand on est allé et que si on prend des échantillons maintenant, on pourrait avoir l'impression de découvrir de la vie, mais en fait, on découvrirait seulement la vie qu'on a nous-mêmes apportée sur la Lune. Ça veut dire que maintenant, il y a une sorte d'éthique un peu de l'exploration spatiale. On essaie de s'y garder propre un peu pour ces territoires qu'on explore. Tout à fait. On essaie vraiment si on s'intéresse par exemple aux lunes de Saturne et Jupiter et qu'on envoie des sondes les explorer, mais on fait attention parce que une sonde va avoir un temps de vie qui est restreint et quand la sonde va cesser d'être en opération, mais on va par exemple la faire entrer en collision avec la planète gazeuse dans laquelle il ne peut pas y avoir de vie pour pas qu'elle tombe par inadvertance sur une de ces lunes et qu'ensuite on ait l'impression de découvrir la vie alors qu'on l'avait simplement contaminée, polluée, cette lune. C'est vraiment un environnementalisme 21e siècle, ça. À grande échelle, c'est ça. Oui, c'est ça. On va devoir conclure. Je ne sais pas si vous aviez une petite remarque pour terminer, Frédéric. J'aimerais ça dire qu'on pense à la recherche de vie extraterrestre, on pense aux extraterrestres, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais c'est plus de la science-fiction, c'est de la vraie science qu'on fait à l'Université de Montréal. Et puis, si vous avez entre 16 et 19 ans puis que vous nous regardez maintenant, le temps que vous puissiez faire vos études doctorales dans ce domaine-là, mais ça va être encore plus excitant que ce l'est maintenant. Voilà. Mais oui, tout à fait. C'est un sujet qui... j'y ai repensé beaucoup en préparant donc, cette entrevue, puis ça m'a frappé à quel point il y a un mystère qui nous donne envie, en fait, d'aller trouver ces réponses-là. On se sent petit, on ne sait pas où se situer. À partir du moment où on pense dans cette échelle-là, c'est très stimulant, je trouve, comme sujet. Mais je vous remercie beaucoup, Frédéric, de vous être prêté à l'exercice. Merci aussi aux membres de notre public d'être venus nous écouter, d'avoir participé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Je vais parler avec Pierrick Plusquelec de communication non verbale. Merci beaucoup. Bonne soirée.